Bonjour, la capsule suivante va porter sur le moment d'inertie, c'est la section 11.4 du volume. On va commencer la capsule avec des démonstrations. Donc on a ici deux montages identiques. Euh, Ils sont constitués comment? Ben, dans le fond, on a une poulie ici, il y a une corde qui passe par la poulie. On va attacher une masse de 200 grammes à cette corde-là. On a la même chose dans les deux montages. Et ensuite, après avoir passé par la poulie, la corde est enroulée ici autour d'un axe, donc enroulée comme ça, de telle sorte que quand je tire, ça fait tourner l'axe qui est ici. Et qu'est-ce qui tourne en haut? C'est deux masses. Donc on a accroché ici deux masses sur une tige. Ici, c'est la même chose. Dans le fond, les deux montages sont identiques, les masses sont identiques également. La seule chose qui est différente, comme vous pouvez le constater, c'est la distance. Vous voyez qu'ici, les masses sont loin de l'axe de rotation, tandis que pour ce montage-là, les deux masses sont plus près de l'axe de rotation. Donc, je vais maintenant approcher les masses de 200 grammes du bord ici et je vais les laisser tomber en même temps. Vous pouvez essayer de deviner qu'est-ce qui va se passer. Alors, on est maintenant prêt à faire notre essai. Je tiens les montages. Les deux masses sont prêtes à tomber. Ils sont à la même hauteur et je laisse aller. Alors, qu'est-ce qu'on remarque assez facilement? C'est que le montage qui est à droite tourne beaucoup plus vite et la masse ici est en train de remonter. Donc, c'est pour ça que l'autre n'est pas encore rendu en bas. Voilà, il va finir par arriver. Alors, vous voyez, on avait deux systèmes qui étaient vraiment équivalents. On avait 200 grammes pour chacun, qui sont partis de la même hauteur. On avait ici les deux mêmes masses exactement, donc toutes les masses sont identiques. La seule chose qui était différente, c'était la répartition de la masse. Une autre démonstration qu'on va faire, cette fois-ci, on a un montage avec deux règles. Vous voyez, c'est des règles de 1 mètre. Puis j'ai accroché une masse de 500 grammes au bout de cette règle-là. Et la règle peut pivoter autour d'un axe qui est ici. Ici, j'ai la même règle de 1 mètre, mais cette fois-ci, le 500 grammes, je l'ai mis au milieu de la règle. Alors, je vais soulever les deux masses. Je vais les tenir avec une seule main pour les laisser tomber exactement au même moment. Alors, vous voyez, et on peut remarquer aussi la différence de vitesse ou de période. Alors, celle qui est devant, celle qui a la masse au bout, a une période plus longue, elle va moins vite, tandis que celle qui est de l'autre côté a une période plus courte, elle va plus rapidement. Dans les démonstrations qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure qu'en rotation, c'est pas juste la masse qui est importante, mais aussi sa répartition. Ce qu'on peut dire, c'est que plus la masse est loin de l'axe de rotation, plus elle est difficile à mettre en rotation. Donc, on va tenir compte de ça dans ce qu'on appelle le moment d'inertie. Et on va voir ici maintenant mathématiquement, euh, théoriquement si on veut, d'où ça vient ce phénomène-là. Alors, on va partir avec le problème qui est ici. Supposons qu'on a deux masses, M1, M2, des masses ponctuelles, disons, qui sont fixées sur des tiges rigides. Donc, on a une grande tige rigide, en fait, ici. Le point blanc représente l'axe de rotation. Alors, on a décentré tout ça de telle manière que la masse M1 est à une distance R1, la masse M2 est à une distance R2, qui sont différentes. Et le tout tourne dans ce sens-là, donc autour de l'axe de rotation qui est le point blanc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller calculer quelle est l'énergie cinétique de rotation, supposons qu'on tourne à une vitesse angulaire oméga constante, quelle est l'énergie cinétique de rotation totale du système. Alors l'énergie cinétique, c'est une demi-mv carré. Alors on aurait une demi m1v1 au carré pour la masse m1 et la même chose pour la masse m2. Si maintenant on fait des petites substitutions pour avoir des variables qui sont plus de rotation, bien on sait que la vitesse de 1, par exemple, on peut l'écrire en fonction de la vitesse angulaire. V1, c'est la vitesse tangentielle, en fait, de la masse 1 lorsqu'elle tourne selon sa trajectoire circulaire. Alors, c'est égal au rayon de sa trajectoire fois la vitesse angulaire, donc R1 fois oméga. On fait la même chose pour R2. Et bien sûr, maintenant, si on fait le carré, bien, on va se retrouver avec R1 au carré, oméga au carré. Même chose ici, on va avoir R2 au carré, oméga au carré. Alors ici, le oméga au carré, je l'ai sorti en évidence. J'ai mis aussi le 1 demi en évidence. Et il nous reste M1 R1 au carré plus M2 R2 au carré.
Alors voilà, maintenant, alors je vais écrire ça comme ça. L'énergie cinétique, on va dire que c'est égal à 1 demi I, donc la parenthèse ici, je vais l'appeler I, fois oméga au carré. Et donc ici, on a une formule qui ressemble beaucoup. Ça, c'est ce qu'on va dire, c'est l'énergie cinétique de rotation. Et ça ressemble beaucoup à l'énergie cinétique de translation. Au lieu d'avoir 1 demi mv carré, on a 1 demi I oméga carré. Donc on pourrait dire que la vitesse angulaire remplace la vitesse, puis le moment d'inertie remplace la masse en quelque sorte. Et justement, je viens de le nommer, le I en question, on va appeler ça le moment d'inertie, et c'est le contenu de la parenthèse qui est ici. Alors je l'ai réécrit là, I c'est M1R1 au carré plus M2R2 au carré. Et ce terme-là, le moment d'inertie donc, dépend uniquement de la distribution de la masse. Alors vous voyez, c'est le produit de la masse fois sa distance à l'axe de rotation au carré. M1 fois R1 au carré. Et on a la même chose pour M2. Donc en fait, ça dépend de la masse et ça dépend aussi de sa distribution, donc à quelle distance elle se trouve de l'axe de rotation. Vous comprenez aisément que si j'avais une troisième masse, par exemple, supposons que ça pourrait même être dans une autre direction, je pourrais avoir une autre tige ici avec une masse M3 puis M4, ça s'ajouterait tout simplement et j'aurais M3, R3 au carré, M4, R4 au carré, etc. Dans le fond, le moment d'inertie, ça va être la somme des masses fois sa distance au carré à l'axe de rotation. Donc, le moment d'inertie, ces unités, ça sera des kilogrammes mètres carrés tout simplement, puisque la masse est en kilogrammes, la distance en mètres. Donc, on aura simplement des kilogrammes mètres carrés. On n'a pas inventé d'autres unités à partir de ça. Ça reste simplement des kilogrammes mètres carrés. Déjà, on comprend un peu mieux les démonstrations qu'on a vues tout à l'heure. On voit que l'énergie cinétique, ça dépend donc, on pourrait dire, de deux choses, du moment d'inertie et de la vitesse angulaire de rotation. Autrement dit, pour une même énergie, un objet qui a un moment d'inertie élevé va avoir une vitesse de rotation plus faible. Et c'est ce qu'on avait lorsque la masse était plus loin de l'axe de rotation. Le moment d'inertie était plus élevé. Alors pour une même énergie cinétique, il faut donc que la vitesse angulaire soit plus petite. L'objet va tourner moins rapidement. Alors on peut donc dire que effectivement, quand le moment d'inertie est plus élevé, c'est plus difficile à mettre en rotation. Ce qu'on devrait dire, c'est que ça prend plus d'énergie. Donc pour un objet qui a un moment d'inertie plus élevé, pour atteindre la même vitesse angulaire, ça va prendre plus d'énergie. On va faire un petit exemple où on va calculer le moment d'inertie d'une molécule d'eau autour d'un axe l'axe qui est représenté ici. Donc vous voyez, on a représenté la molécule d'eau, vous avez l'atome d'oxygène qui est ici, et vous avez les deux atomes d'hydrogène, et on nous donne les dimensions ici. Donc on a les angles, 53 degrés de chaque côté, ça fait 106 degrés en tout, et la distance entre l'oxygène et l'hydrogène, c'est environ 0,100 nanomètres. Donc un nanomètre, c'est 10 à la moins 9. Alors en fait, c'est 1 par 10 exposant moins 10 mètres pour la distance. Bon, c'est un peu caché par l'axe ici, là, mais c'est vraiment 0,1 nanomètre qui est écrit là. On a la masse ici comme donnée, la masse de l'atome d'hydrogène, 1,67 fois 10 à la moins 27 kg. Et l'axe de rotation est ici, donc il est bien représenté. Ça veut dire que, en fait, l'oxygène va tourner sur lui-même. Et les deux hydrogènes qui sont ici vont tourner autour de l'axe de rotation. Vous comprenez que le moment d'inertie, ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèque à un objet. Ça dépend toujours de l'axe de rotation que l'on choisit. C'est sûr que si je faisais tourner, je vais en prendre un autre axe de rotation. Supposons que je disais, tiens, je mets mon axe de rotation ici. Donc je le fixe sur l'atome d'hydrogène qui est en bas, puis je fais tourner ma molécule d'eau autour comme ça. Eh bien, là, la distance à l'axe de rotation de l'oxygène, de l'hydrogène vont être différentes, et donc je vais avoir un moment d'inertie différent. Je pourrais aussi avoir un autre axe, tiens, je vais le faire ici, qui serait comme ceci, qui passe par l'oxygène et l'hydrogène. Donc, je le fais à peu près ici, là. Voilà. Et donc, la seule chose qui tournerait autour de l'axe, ce serait l'autre hydrogène à ce moment-là. Parce que les deux, l'hydrogène qui est en haut puis l'oxygène, seraient sur l'axe de rotation, donc eux, ils tourneraient sur eux-mêmes. Alors, on aurait juste
l'autre hydrogène qui contribuerait au moment d'inertie. Donc, bref, le moment d'inertie, ça dépend non seulement de l'objet, mais aussi de l'axe de rotation qu'on choisit. Un autre exemple, j'ai un crayon ici. Mon crayon, il y a un certain moment d'inertie autour de son axe. Par exemple, si je le fais tourner comme ça, donc il y a un certain moment d'inertie, mais il y a un autre moment d'inertie si je le fais tourner plutôt dans ce sens-là. J'ai deux moments d'inertie différents. Alors, dans notre cas, l'oxygène qui est sur l'axe de rotation ne va pas contribuer du tout au moment d'inertie parce que l'oxygène, c'est un atome, donc c'est tellement petit, on peut considérer que c'est un point. Alors, il y a une distance zéro à l'axe de rotation. Puis les deux hydrogènes, leur distance à l'axe de rotation, ça va être ça ici. Donc le R, c'est le rayon de la trajectoire, donc c'est la distance à l'axe de rotation. Puis les deux vont être identiques en fait, puisqu'ils vont tourner, donc ça va tourner comme ça autour de l'axe. L'autre, les deux hydrogènes vont avoir la même contribution. Donc le moment d'inertie, c'est m fois r au carré. En fait, on aurait m1, blabla, plus m2, même chose. Mais dans ce cas-ci, puisqu'on a deux particules identiques, on pourrait bien le faire comme ceci, 2mr carré. Alors, c'est assez simple à calculer. On a 2. On a la masse qui est 1,67 fois 10 à la moins 27 kg. Et la distance R, ça, il va falloir faire un petit calcul par contre. Donc, nous, ce qu'on a, c'est l'hypoténuse. Là. On a 0,1 nanomètre pour l'hypoténuse, mais on peut facilement trouver l'angle qui est là, qui va être 37 degrés. Et donc, je vais faire, ou j'aurais pu ramener le 53 ici. Donc, j'aurais pour R, tiens, je vais le mettre comme ça ici, 0,1 nanomètre fois, ça sera le sinus de 37 degrés. Et ça va être au carré. Et donc, je peux calculer mon moment d'inertie comme ça. Alors, ça donne 1,21 par 10 exposant moins 47 kg mètre carré. C'est normal que ça donne un si petit chiffre que ça. On a une masse qui est à la moins 27, on a une distance qui est à la moins 9, puis qu'en plus c'est au carré. Donc c'est normal qu'au bout du compte, ça donne un très très petit chiffre. Ici, on va faire une petite démonstration, on va faire une course entre trois objets. Les trois objets en question, ça va être une sphère, donc j'ai une sphère en acier ici. J'ai un cylindre vide, comme vous pouvez le voir, et j'ai aussi un cylindre plein. Les trois ont exactement la même masse, donc on les a pesés, ils ont exactement la même masse, et ils ont aussi le même diamètre extérieur. Vous voyez mes deux cylindres et la sphère, les trois ont le même diamètre extérieur. On va faire une course entre les trois. On va les laisser rouler sur le plan incliné qui est ici. Alors ici, je maintiens les trois avec une règle pour pouvoir les lâcher exactement au même moment. Alors vous avez vu dans l'ordre, la sphère est arrivée en premier, suivi du cylindre plein et en dernier, le cylindre vide. On vient de voir encore des démonstrations où la répartition de la masse dans l'objet avait une importance. Cette fois-ci, au lieu d'être des masses ponctuelles, on pourrait dire, c'était un objet, un corps solide, un objet étendu, on peut dire, qui était en rotation. Mais encore une fois, on s'est rendu compte que la répartition de la masse était importante. Donc, on va voir encore le moment d'inertie. On va voir ici comment on fait pour calculer le moment d'inertie d'un objet étendu. Alors j'ai repris un objet qu'on avait vu dans les capsules précédentes, qui a une forme tout à fait quelconque, qui tourne autour de son axe. Je le redessine ici vu du dessus. Et je prends un petit morceau de cet objet-là. Donc c'est le carré qui est là. C'est un morceau de masse de l'objet. Je vais l'appeler MI. En considérant, pourquoi je l'appelle MI, parce que je vais avoir M1, M2, M3, etc. Dans le fond, je vais faire semblant de découper mon objet en un paquet de petits morceaux. Et sa distance à ce morceau-là, à l'axe de rotation, je vais l'appeler RI. Si je veux calculer l'énergie cinétique totale de mon objet en rotation, eh bien, je fais la même chose qu'on a fait au début de la capsule. Je dis l'énergie cinétique totale, ça serait la somme de l'énergie cinétique de chacun de ces petits morceaux-là. Alors, on ferait une demi mv carré, mais la vitesse, qu'est-ce que c'est? C'est r fois oméga. Donc, je le remplace par r fois oméga, comme on a fait tout à l'heure. Cependant, quand je vais mettre mon r
oméga au carré, bien, je vais avoir r au carré, oméga carré. Les r sont différents pour chacun des morceaux de masse de l'objet, mais par contre, l'oméga, c'est le même pour tout le monde. Alors l'oméga, lui, je peux le sortir en évidence, de même que le 1/2, c'est ce que j'ai fait ici. Et vous voyez, on a un cas semblable à ce qu'on avait tout à l'heure. On va définir le moment d'inertie comme étant la somme des mr carré. Dans le fond, c'est comme un objet qui est constitué de plusieurs masses ponctuelles, mais on fait la somme de toutes ces masses-là. L'énergie cinétique est encore 1/2 I oméga carré, mais le I est trouvé comme ça, en faisant la somme des mr carré. Et techniquement parlant, une somme comme ça, lorsqu'on a un objet étendu comme celui-là, en réalité, c'est un objet qui est continu. C'est pas vraiment une somme, c'est plutôt une intégrale. Parce que c'est ça, une intégrale, dans le fond, c'est une somme, mais lorsqu'on prend des éléments infinitésimaux. Donc, au lieu de prendre m, on prend dm, donc un élément de masse, et puis on a r au carré. Donc, il s'agit en fait de faire l'intégrale de r au carré fois dm. Dans le programme régulier, normalement, vous êtes en train de suivre en même temps que ce cours-là le cours de calcul intégral. Ceci dit, ce n'est pas obligatoire, donc on ne fera pas vraiment d'intégrale dans le cours, mais je vais juste donner un exemple ici pour vous montrer comment on peut parvenir à calculer le moment d'inertie d'un objet étendu. Donc j'ai une tige ici. La tige a une longueur L majuscule. Elle tourne autour de son centre. Et le principe, c'est qu'on découpe la tige. Donc le dm, vous voyez, il est ici, là. On a pris un petit élément de la tige qu'on appelle dm. Sa distance à l'axe de rotation, c'est r, qui est ici. Et notre but, pour trouver son moment d'inertie, c'est de faire la somme, donc l'intégrale, de r carré fois dm. Par contre, bien sûr, m, c'est pas vraiment une variable d'intégration correcte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas intégrer par rapport à la masse. Normalement, on intègre par rapport à une coordonnée. Donc, ici, on a déjà, je vais peut-être redessiner ma tige vue de face comme ceci. Et j'ai mis en rouge, ça serait mon axe des Y. Et donc, les X vont se mesurer par là-bas. Si je me prends un petit élément de masse dm, sa largeur ici, ça va être dx, parce que mon axe des X s'en va comme ceci. Et sa position, par rapport à l'axe, donc la position de mon élément de masse, ça va être x, sa coordonnée. Sa longueur, ça va être dx. Alors je peux facilement trouver quel est le rapport entre dm et dx en faisant une règle de 3. Donc je vais dire, pour la longueur totale de la tige, j'ai une masse m. Donc le m il était ici, c'était la masse totale de la tige. Alors je me dis maintenant pour une longueur dx, quelle est la masse? C'est ça qui va être dm en fait. Donc ça va être la masse de mon... Alors c'est une règle de 3. Donc je vais dire j'ai m dx égale dm, ou plutôt L dm. Et donc je peux dire que dm, c'est m sur L fois dx. C'est une proportionnalité en fait. Vous voyez, m sur L, c'est la proportion, c'est le nombre de kilogrammes par unité de longueur, fois dx, alors ça me donne dm. Ce qui me permet maintenant de transformer mon intégrale ici. Ça va devenir, le r, c'est la distance de l'élément de masse à l'axe de rotation, c'est donc le x en fait. Alors x carré, et dm, on vient de dire que c'était m sur L fois dx. Donc m sur L fois dx. Alors c'est ça que j'ai à intégrer. Et puis mes bornes d'intégration, bien ici mon x il va aller de moins L sur 2 à gauche jusqu'à plus L sur 2 à droite. Donc moins L sur 2 à plus L sur 2, ça va être mes bornes d'intégration. Alors c'est une intégrale toute simple à faire, je vais la réécrire en bas. Donc je viens de réécrire mon intégrale ici, x carré dx, intégrale de moins L sur 2 à L sur 2. J'ai sorti le m sur L devant, le m sur L qu'on avait ici, puisque c'est une constante, alors je l'ai sorti de l'intégrale. Intégrale de x2, ça donne x3 sur 3. Donc on va avoir m sur L, ensuite x3 sur 3, qu'on intègre de moins L sur 2 à plus L sur 2. Et ensuite, il s'agit de remplacer.
Alors, m sur L, puis on va avoir L sur 2 au cube, ça va donner L3 sur 8. J'aurais pu peut-être sortir le 3 qui était ici devant avec le L. Tiens, je vais le mettre là. Donc L3 sur 8. Ensuite, moins L3 sur 8. Pardon. Ça donne moins ici parce qu'on le met au cube. Donc, moins L sur 2 au cube, ça donne moins L3 sur 8. Moins, ça donne plus. Donc, en fait, ça va donner 2L3 sur 8 ou encore L3 sur 4. Alors, au bout du compte, ça va donner ML3 sur 4 fois 3, 12. L. Et puis, bien sûr, il y a un L qui s'annule. Donc, il va nous rester ML2 sur 12. Donc, ça serait la formule qui nous donnerait le moment d'inertie d'une tige qui tourne autour de son centre. Donc, vous voyez, le principe, c'est de faire une sommation, donc une intégrale sur l'objet étendu. Ce qu'on vient de voir, c'est donc le principe pour calculer le moment d'inertie d'un objet, mais en fait, comme le cours de calcul intégral n'est pas vraiment préalable au cours, on n'en fera pas vraiment de ces intégrales-là. On va simplement utiliser des intégrales qui ont été faites par d'autres, en fait. Donc ici, par exemple, j'ai un tableau, c'est le tableau 11.3 que vous avez dans le volume. La tige qu'on vient de faire, elle est ici. Donc une tige de longueur L. Vous voyez, le moment d'inertie, c'est 1/12 de ml carré. C'est bien ce qu'on vient d'obtenir. Alors, on peut le faire pour différentes formes. On a un cerceau ici, c'est mr carré. Ensuite, vous voyez qu'un cerceau mr carré, c'est pareil comme une masse ponctuelle. Pourquoi? Parce qu'un cerceau, toute la masse, elle est située à la même distance. Elle est située à la distance r de l'axe de rotation. Donc, c'est comme si on avait une masse ponctuelle qui était située à une distance r, en fait. En deuxième, ici, on a encore un cerceau, mais celui-là, il tourne par rapport à son diamètre. Vous voyez, l'axe de rotation, il est représenté. J'ai pris une roulette de duct tape ici pour vous le montrer. C'est qu'au lieu de tourner comme ceci, il va tourner comme ça. Donc, son moment d'inertie, évidemment, est différent. C'est 1/12 dans ce cas-là. Ensuite, un cerceau creux. On a un cylindre plein, donc ici, par rapport à son diamètre central. Le diamètre central, c'est celui qui est représenté ici. Là. Ça serait notre axe de rotation. Donc, c'est un peu comme une tige, mais c'est une tige qui a une certaine épaisseur. Tandis que nous, ce qu'on a fait tantôt, c'est qu'on a négligé l'épaisseur de la tige. On a juste pris la longueur. Ici, on a un autre cylindre, mais qui tourne autour de son axe, comme ceci. Et puis ensuite, une sphère pleine. Alors ici, 2/5 d'mr carré, une sphère creuse, donc une coquille en fait, on pourrait dire, ou encore une plaque rectangulaire. En pratique, on peut donc trouver comme ça souvent les formules qui nous donnent les moments d'inertie de différents objets. Cependant, dans les tables comme ça, évidemment, on ne peut pas penser à tous les cas qui peuvent arriver. Par exemple, le cylindre qui est ici, le cerceau en haut, on a deux cas. Je reprends ma roulette de duct tape. On a le cas où ça tourne comme ça, puis l'autre cas où ça tourne comme ça. Mais qu'est-ce qui arrive si, par exemple, je fixe mon cylindre ici, puis je le fais tourner autour de cet axe-là. Donc, non pas autour de son centre, mais autour de son extrémité. Qu'est-ce qui va se passer avec son moment d'inertie? Puis je pourrais même penser à un autre axe qui passe au tiers, par exemple, puis il tourne comme ça autour de cet axe-là. Donc, vous voyez, on peut changer l'axe, puis la formule est déjà plus valide puisqu'on a changé l'axe. Mais on peut s'en sortir dans ce temps-là grâce à ce qu'on appelle le théorème des axes parallèles. Le théorème des axes parallèles, ça nous dit que si j'ai déjà le moment d'inertie d'un objet par rapport à son centre de masse, donc par exemple le cerceau qui est ici, son centre de masse, bien sûr, il est en plein centre du cerceau. Supposons donc que je connais le moment d'inertie par rapport à son centre de masse et que je me prends maintenant un autre axe qui est parallèle à celui-là. Donc, supposons que je dis il va tourner non pas autour de son centre, mais autour d'ici. Donc, je vais le faire tourner par exemple comme ça. L'axe de rotation, il est parallèle à l'autre. C'est pour ça qu'on appelle ça des axes parallèles. Eh bien, tout ce qu'on a à faire dans ce temps-là, c'est d'ajouter un paramètre au moment d'inertie par rapport au centre de masse. Ici, je vais faire la démonstration mathématique de la formule qu'on va utiliser, mais je vais la faire assez vite, puis disons que c'est pas super important, ça va être le résultat qui va être important. Dans le schéma qui est ici, on a le centre donc on a un objet là, ici qui a une forme tout à fait quelconque. Le centre de masse est ici, sur l'axe, sur l'origine du système d'axe, XY. Et là, on dit, supposons qu'il ne tourne pas autour du centre de masse, l'objet, il tourne autour d'un autre axe qui est situé ici.
donc à une distance h du premier. Donc on plante un clou ici par exemple, puis on le fait tourner autour de cet endroit-là. On veut calculer son moment d'inertie. Alors normalement, le moment d'inertie, on fait l'intégrale, donc la somme des r carré dm, comme on a dit tout à l'heure. Sauf que le r, qu'est-ce que c'est? Supposons que je me prends un élément de masse quelconque ici, donc c'est le petit carré qui est là. Le r, c'est la distance à l'axe de rotation, donc c'est la distance qui est là. Ça, c'est mon r. Mais je peux l'exprimer en fonction r carré. Vous voyez, ici, ça, c'est l'hypoténuse de ce triangle-là. Donc, r carré, si j'utilise Pythagore, ça va être égal à ce côté-ci au carré. Et ce côté-ci, c'est quoi? C'est x, la coordonnée de l'objet, ou de l'élément, moins a. A, c'est la distance qui est ici. Donc, x moins a au carré. En y, on a la même chose. On a y moins b. En fait, c'est plutôt b moins y dans ce cas-là. Mais bon, de toute façon, il est au carré. Ici, il y a une petite erreur dans ma formule. J'ai oublié ma parenthèse. C'est vraiment y moins b au carré. Ensuite, avec ça, on peut bien sûr faire le carré. Donc, x moins a au carré, ça va donner x2 moins 2ax plus a2. Y moins b au carré, ça donne y2 moins 2by plus b2. Ensuite, avec chacun des termes, puisque c'est une addition, on se fait une intégrale. Donc ici, j'ai regroupé x2 plus y2 ici. Ensuite, j'ai moins 2ax, donc moins 2ax. J'ai la même chose avec y, moins 2by. Puis ensuite, j'ai h carré ici. Pourquoi? Parce qu'il me restait un a2 plus b2. Donc, a2 plus b2, ça me donne h2, que j'ai regroupé ici. Et finalement, les deux termes que je viens d'encercler ici, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la définition du centre de masse. Vous voyez, si je fais l'intégrale, qui est en fait la somme, sur tout l'objet au complet, de x fois dm. X fois dm, c'est quoi? C'est la masse de l'élément fois sa distance, fois sa coordonnée. Vous vous rappelez au chapitre 10, c'est comme ça qu'on calculait la position du centre de masse. On faisait la somme des mx plus mx1 plus mx2 plus mx3, etc. Puis on divisait par la masse totale. Alors comme ici, alors c'est la formule pour trouver la position du centre de masse en fait. Mais comme notre centre de masse, on l'a mis en plein sur l'origine du système d'axe, ben sa coordonnée x au centre de masse, ça va être bien sûr 0. La coordonnée y du centre de masse, ça va être bien sûr 0 aussi. Donc ce que j'ai encerclé ici, ça donne 0. Alors il nous reste deux termes. Le premier ici, x2 plus y2, si on regarde sur le schéma, x et y, c'est les coordonnées du point. Donc, si on fait x2 plus y2, ça nous donne la distance au centre de masse, au carré, fois dm. Alors ça, dans le fond, c'est la définition du moment d'inertie par rapport au centre de masse. Donc, ça devient ICM. Puis ici, qu'est-ce qu'on a? H2, donc une constante, fois l'intégrale de dm. Mais l'intégrale de dm, c'est la masse totale de l'objet. Donc, on a la masse totale de l'objet. C'est cette formule-là donc qu'on va retenir, c'est ça le théorème des axes parallèles. Ça dit que si on connaît déjà le moment d'inertie par rapport au centre de masse et qu'on décale l'axe par rapport à celui-là, qu'on veut maintenant calculer un nouveau moment d'inertie, tout ce qu'on a à faire, c'est d'ajouter la masse de l'objet fois la distance entre les deux axes au carré. On va faire un exemple immédiatement pour qu'on puisse comprendre mieux cette formule-là. Alors l'exemple est suivant. On a un objet qui est constitué d'une tige mince, qui est ici, qui a une longueur L. MT ici, ça veut dire c'est la masse de la tige. Au bout de cette tige-là, on a fixé une sphère, qui est en rouge ici, qui a un rayon R et qui a une masse qu'on appelle MS pour masse de la sphère. Donc ça, c'est un objet fixe, rigide, et on le fait tourner autour de l'axe qui est ici à gauche. Donc, notre objet est en rotation comme ça, et on voudrait pouvoir calculer son énergie cinétique, donc pour ça, ça nous prendrait son moment d'inertie. Alors, on a deux objets. La tige, on va faire ça en deux temps, puis on les additionne tout simplement. La tige, premièrement. Alors, on a vu tout à l'heure que le moment d'inertie d'une tige par rapport à son centre de masse, donc je vais peut-être écrire comme ça ici, tige. Alors, le moment d'inertie d'une tige par rapport à son centre de masse, c'est 1/12 de ml au carré.
Donc pour nous, M, on va le remplacer par MT, puisque c'est ça qu'on nous a donné, fois la longueur au carré. Ça serait par rapport à son centre de masse. Autrement dit, c'est si la tige tournait autour d'un axe qui passe par son centre. Mais ici, notre axe est plutôt à l'extrémité. C'est là qu'on utilise le théorème des axes parallèles. Donc, on va dire le moment d'inertie de la tige, je vais l'appeler IT, ça va être le moment d'inertie par rapport au centre de masse plus mh carré, donc 1/12 de ml carré, et on ajoute la masse de la tige, donc la masse de l'objet, fois le h au carré. Le h, c'est la distance entre l'axe que nous on veut, puis le centre de masse de l'objet. Ça se trouve dans notre cas être la moitié de la longueur de la tige. Donc on va avoir L sur 2 au carré. Alors c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant ici, on peut faire un petit peu d'algèbre. Vous remarquez qu'on va avoir, bon, MT puis L carré, on peut les mettre en évidence. Il va nous rester 1/12 ici, plus, alors si on met MT puis L carré en évidence, il va nous rester 1/4 ici. Donc, 1/4 plus 1/12. On peut facilement se mettre sur dénominateur commun, là. 1/4 en 12e, c'est 3/12. Alors, on va avoir 3 plus, donc 3/12 plus 1/12, ça va faire 4/12, c'est-à-dire en fait 1 tiers. Donc, on va avoir 1 tiers de MT L carré. Ça serait donc le moment d'inertie de notre tige par rapport à cet axe-là. On fait le même procédé pour la sphère. Donc, je vais faire la sphère ici. Pour une sphère par rapport à son centre de masse, on s'en va voir dans le tableau. Donc, je suis revenu sur le tableau qu'on avait tout à l'heure. Une sphère pleine par rapport à son diamètre, c'est-à-dire par rapport à son centre, on a 2/5 de mr carré. Donc, c'est ça ici. Donc, 2/5 de mr au carré. Dans notre cas, on pourrait bien écrire ms, puisque c'était ça la masse de la sphère. Le rayon, bien, il s'appelait r. Alors, ça serait le moment d'inertie de la sphère par rapport à son centre. Mais bien sûr, ici, elle ne tourne pas autour de son centre. Son centre serait ici. Puis, notre axe de rotation est ici. Donc, qu'est-ce qu'on a comme distance entre les deux axes? On a la longueur de la tige plus un rayon de la sphère. Donc, on aurait ici, pour le moment d'inertie total de la sphère, donc ICM plus MH carré. Alors, on aurait 2/5 de MSR carré plus MS H. Donc, H, ça va être L plus R au carré. Bon, ça ne fera pas nécessairement très très beau ensuite, là, quand on va faire ce carré-là. Si on avait des chiffres, évidemment, on pourrait tout simplement remplacer L et R par les chiffres puis faire le calcul. Dans notre cas, bon, ça va être plus ou moins utile ici de faire le carré. Là, ça ferait L plus 2R, L plus R carré. On distribue, il y a peut-être un petit peu de choses qui va se simplifier, mais pas tellement. Donc en fait, on aurait même pu le laisser comme c'était là au départ. Et puis, le moment d'inertie totale à la fin, eh bien, on additionne les deux. Donc, celui qu'on a trouvé pour la tige et pour la sphère, on additionnerait tout simplement les deux. Donc, ici, je ne le ferai pas parce que, bon, l'algèbre, il n'y a pas grand-chose qui va se simplifier de toute façon. Si on avait des chiffres, on nous aurait donné la masse, les longueurs, etc. On pourrait calculer chacun indépendamment, puis ensuite les additionner.